Ça fait partie un peu de l'histoire du club, de la ville et aussi du football français, de tous ceux qui ont vécu ce moment avec moi. C'est une fierté aussi. Hein. C'est une fierté d'avoir été le premier club français à avoir gagné la Coupe d'Europe. « 30 ans après, quand les gens vous abordent dans la rue, qu'est-ce qu'ils vous disent ?» C'est Basilou, il y a des choses qui se passent dans la vie qui font à ce qu'on se rappelle exactement de ce qui s'est passé quand il y a une date ou un événement qui se passe, on s'en rappelle toujours. Donc, je suis tout ouïe d'entendre tout ce que les gens me racontent à travers cet événement. J'étais là, il y avait mon grand-père, il était vivant, le pauvre, il y avait ça, ma grand-mère, là, enfin, toute une histoire. Donc, ça fait partie de la vie. Et comme on s'accroche souvent à des dates les plus importantes de notre vie, le 26 mai fait partie des dates les plus importantes de ma vie aussi. C'est une fierté d'avoir ainsi rendu les gens heureux. C'est pas donné à tout le monde, hein. C'est pas donné à tout le monde, mais je pense que Marseille méritait ça avec le parcours qu'on a eu. C'est-à-dire, quand on a envie d'une femme, on la séduit, évidemment. Nous, on a essayé de la séduire, cette Coupe d'Europe, parce qu'on avait envie, on avait une ambition commune. On avait aussi un président qui avait la volonté d'être au firmament de l'Europe. Donc, gagner ça et rendre les gens heureux, je crois qu'on est encore plus heureux de rendre encore les gens heureux. Ce bonheur, il est à la mesure de la désillusion de 1991 avec les fameuses larmes de Bari. Là, ceux qui ont vécu 91 pourront témoigner qu'on était moi, j'étais au firmament de ma carrière, c'est-à-dire que tout me réussissait. Je suis resté 10 ans au Cerf, j'ai marqué 2 buts en 10 ans. J'arrive à Marseille, je marque 14 buts dans la saison. Tout me réussissait, voilà. Donc, et je suis champion de France. En même temps, je vais gagner la finale de la Coupe d'Europe. Tout allait, quoi. C'est-à-dire que quand je regardais Panchev en face de moi ou le mec que j'allais marquer, pour moi, c'était du beurre. Tout allait. Moi, comme les partenaires aussi. C'est-à-dire, je prends Amoros ou Caso ou Carlos ou Pascal. On était vraiment, vraiment sûrs de nous. Trop sûr, ça fait qu'on est parti au tir au but. Mais les tirs au but, on sait ce que ça donnait. Évidemment, quand on pleure, c'est-à-dire qu'on fait descendre toute l'émotion forte de toute la saison qu'on a vécue. Parce que j'avais jamais vécu ça, j'avais jamais été champion de France, j'avais jamais vécu cette folie à Marseille. Je sortais pas devant chez moi du début de la saison jusqu'à la fin de la saison. J'avais 10 personnes toujours planquées devant chez moi. Donc, j'avais jamais vécu ça, en fait. Votre but, il est tellement devenu une marque de fabrique que dans le film Marseille de Cadmerade et Patrick Bosso, vous jouez votre propre rôle et vous mimez ce coup de tête pour essayer de rendre la mémoire au personnage joué par Valentino Valenti. En fait, quand Cad me l'a demandé, j'ai trouvé ça tellement drôle. Et puis, de le faire, c'était plus facile pour moi, évidemment, de dire je vais mimer ce que j'ai fait il y a 30 ans en faisant ce geste de la tête. Et puis, c'était drôle. Et puis, les personnes comme Pat Bosso et Cadmerade, voilà, c'est des amis d'abord. Pour en revenir à ce but, il n'est pas une simple inspiration, c'est aussi le fruit d'une réflexion collective avec Abedi Pelé. J'ai marqué le but, c'est génial, mais il y avait une certaine complicité. J'ai 32 buts ou 34 buts dans ma carrière. Ici, dans ma carrière, j'ai marqué une trentaine de la tête. Mais c'est Abedi et Chris qui m'ont fait marquer le plus de buts de la tête, avec un peu Pixie, enfin, bref. Mais évidemment, quand on est sur un tableau noir en train de dire Baresi 1m82, Costa Curta 1m85, Rijkaard 1m89, Maldini 1m85, c'est tous des Golgoth, quoi. Donc, on se dit, d'habitude, je vais au deuxième poteau. Je vais en pleine course, en mouvement au deuxième poteau. C'est difficile de m'arrêter comme ça. Donc, et Abedi me dit, attends, là, tu vas pas aller au deuxième poteau, là.
Donc vient au premier poteau, c'est plus facile. Et quand il prend le ballon, il me jette un regard. Donc évidemment, le regard du mec, il te dit, je te l'avais dit, va au premier. Donc je vais même pas complètement au premier. C'est-à-dire que je fais semblant d'aller comme ça et puis je repars là. Et ben, parce que Richcard, il m'attendait au deuxième. Hein. Il m'attendait au deuxième. Hein. Donc là, quand je vais, on voit qu'ils sont un peu embêtés en plus. Ils se disent, là, ils parlent en italien, tu le prends pas. Et moi, je fais comme ça et je fais ça. Donc il me retient, mais le temps de me retenir, j'avais déjà anticipé, quoi. C'est un petit exploit technique quand même, parce qu'envoyer le ballon au second poteau, hors de portée du gardien, alors qu'il arrive côté du premier, c'est quand même très bien joué. Merci Casoni, merci Moser. C'est ces personnes qui m'ont donné le timing. Casoni, il a le plus beau timing que jamais j'avais vu dans le foot. Pas très grand, hein, 1m75 par là, mais il avait un timing, en même temps les yeux ouverts. Donc quand tu joues à côté d'un mec comme ça, ben, tu le récupères, quoi. Et Carlos, c'était vraiment la détente, le saut, etc. Donc moi j'ai récupéré de ça, parce que mon problème quand j'étais à Auxerre, c'était le timing. J'avais une seconde, 2 secondes de retard toujours sur ce que je faisais. Or là, à Marseille, c'était plus facile, il y avait des très très bons joueurs de tête. Évidemment, Goethals me compara à Keshi, un mec qu'il avait eu en Belgique à Anderlecht. Il a dit, Keshi, il est très bon de la tête, mais il n'a pas ta force, il n'a pas ta vitesse. Donc toi, tu peux être au deuxième poteau tout le temps. Tu vas être 10 fois au deuxième poteau, tu vas, voilà. Donc un peu dans ce style-là, ben, on apprend, quoi. On apprend à dominer le ballon, surtout dominer le ballon, c'est-à-dire rester toujours vigilant par rapport à la balle et toujours donner la force à la balle pour qu'elle puisse y aller, quoi. Dans votre propre documentaire, c'est l'histoire d'un but, Bernard Tapie raconte que lorsque vous vous êtes plaint du genou, c'est parce que vous ne vouliez pas revivre le cauchemar de Bari et que vous vouliez sortir. Mais ce genou, il vous inquiétait depuis un bon moment, non? Je me suis fait opérer, je suis revenu jouer contre Bruges. Et là où à Mokachi, où il y a un mec qui part tout seul et je vais le rattraper, je fais un tacle. Voilà. Et à partir de là, il commence à me fatiguer un petit peu. Justement, je n'ai pas participé à ce fameux Valenciennes, l'histoire de Tapie. C'est pas que je voulais pas revivre ce que j'ai vécu en 91. En 91, franchement, on n'avait pas de défaut, quoi. En 91, je vous jure, on aurait pu avoir n'importe quelle équipe du monde entier, même une équipe nationale, on les battait. Tu vois, on avait vraiment le truc et il y avait quelque chose. Il y avait un vrai truc, quoi. C'est pour ça l'esprit collectif dominait complètement le talent. Mais le talent en plus, ça nous mettait à un diapason énorme. Alors revenons au genou. Il vous inquiétait en arrivant en Allemagne? Je suis énervé, premièrement, parce que je veux faire les soins chez moi. Et Tapie, il dit non, il va venir avec nous à Valenciennes. Donc j'avais les boules de venir à Valenciennes pour rien, parce que je n'allais pas jouer, etc. J'allais rester mis au vert, voilà. Donc à Valenciennes, il rentre à la causerie d'avant-match en disant ceux qui vont jouer ce soir à Valenciennes, c'est eux qui joueront la finale. Donc évidemment, je ne joue pas à Valenciennes, ça veut dire que je ne vais pas jouer la finale. Donc je pars dans ma chambre, énervé et tout ça, et Goethals vient me voir. Il me dit, j'espère que tu ne l'as pas écouté une fois. Je lui dis, coach, vous êtes que le coach, le président, c'est lui qui décide. Donc il dit, non, si tu es bien, même à 80%, tu vas jouer. Je dis, bon voilà, écoute, il s'est passé ce qui s'est passé, on est parti là-bas, je me suis, Jaco et compagnie, et Alain ont fait ce qu'il fallait faire, je suis revenu, je me suis entraîné, il y avait une ambiance beaucoup plus sereine, déconnade. Chris est venu nous voir, on a déconné, Tapie était sur le terrain. Voilà, on a vécu ça comme une rencontre importante, mais décontractée et concentrée. Voilà. Jean-Philippe Durand nous a dit, un avant-match où Basile ne faisait pas le con, ça n'existait pas. Ouais, les avant-matchs. En fait, les avant-matchs, c'était un plaisir parce que je jouais avant-centre.
On me laissait la possibilité de jouer avant-centre, essayer... on faisait un petit jeu, voilà, c'était bien parce que ça me permettait de m'améliorer aussi. Pour résumer, en dehors du but, que vous reste-t-il de cette finale? Rien. Rien du tout. Le groupe, on a vécu un moment extraordinaire. Il ne me reste rien du tout. Ça fait partie des épisodes de ma carrière, sauf que c'est une Coupe d'Europe et qu'on en parle. C'est une autre finale. On ne peut pas participer à 2 finales de Coupe d'Europe comme ça en disant « ouais, ça me fait rien ». Non, c'est faux. Voilà, ça veut dire qu'on est à un moment de sa carrière où on fait partie des meilleurs. Donc nous, on faisait partie des meilleurs. Le lendemain du match, Roger Propos, votre préparateur physique, part à vélo avec quelques joueurs leur disant « les gars, n'oubliez pas que samedi, il y a PSG ». Un certain nombre d'entre vous lui répondent « mais Roger, on va les fracasser ». Ouais, je ne sais pas qui a dit ça, mais je ne me rappelle pas. C'est comme dans une cour d'école, tu vois, tu as deux mecs qui jouent super bien au foot. Et souvent, il y a un qui joue avec l'autre camp, il y en a un qui est avec l'autre camp, tu vois, les deux. Et souvent, ils se cherchent, quoi. Tu vois, et nous, c'était un peu comme ça dans le championnat avec le PSG. Il y avait une vraie rivalité. Mais la rivalité, elle était j'ai failli dire saine. Est-ce que j'ai déjà emplâtré? Oh, si, j'ai déconné une fois. J'ai déconné. Ouais, j'ai déconné. Oh, j'ai déconné. Oh, je leur demande pardon parce que... Ah, j'étais méchant. J'étais vraiment méchant. J'étais méchant. Tu sais pourquoi j'ai été méchant? Parce qu'on va jouer à Paris. Je saute un peu du coq à l'âne. En même temps, je te raconte l'histoire de Paris. On va voir la pelouse. Quand on va voir la pelouse, Bernard Tapie avait fait son cinéma dans les vestiaires avec l'article sur Arthur Georges, évidemment. Et quand on regarde le parc et on se fout de la gueule de Jocelyn Angloma, qui était à Paris, qui jouait là, et qui Abedi l'a fait brouter sur le côté gauche. Donc on se foutait de la gueule de Joss. Et derrière nous, tu as Ginola qui arrive. On le voit arriver, juste pour nous dire bonjour, évidemment, on est en équipe de France. Mais il dit, Baz, il paraît que tu as un contrat contre moi. Je me retourne comme ça, et les autres se foutent un peu de ma gueule. Je dis, mais le contrat, tu viens de le signer là, David. Donc, je me dis, comment je vais faire pour l'attraper? Mais il sait, hein, David, hein, je me suis excusé, hein, et puis je m'excuse encore. Donc, je lui mets un truc. Mais de malade, quoi. J'aurais pu j'aurais pu le tuer, quoi. Et ça, c'est pas un spectateur, c'est pas... Toi, j'étais vexé. Quand on finit Munich, c'est pas qu'on est sûr de nous, parce qu'on est cuit. Hein. Pendant 2-3 jours, on ne dort pas, etc. Je sais pas qui a dit on va les fracasser. Ça, je peux pas te dire la vérité. Tu sais qui c'est? Ah ouais, d'accord. Mais moi, j'ai entendu le cri de Franck quand on prend le but. J'ai entendu le cri de Franck. Donc, ça se passe comme ça et il y a un corner. Je sais que Ricardo, qui fait 1m92, qui est plus grand que moi, il va me suivre. C'est lui qui me marque souvent, etc. Donc, il va me suivre. Mais ce qu'il fait, Mario, c'est que le mec, il a une technique avec les coudes. Il te fout les coudes là, quand tu prends ton élan et paf, et ça te fait, tu vois, tu prends un coup de jus, mais tu vois, je fais semblant de couper toujours le premier poteau, et j'arrive là, je prends mon élan, il me met ces 2 coudes comme ça, paf. Donc je ressors avec un coup de coude comme ça, et je le loupe. Et il y a bagarre, tout le monde arrive, les mecs qui se chauffent, arrête base et tout, il y a Bernard Lama, je dis putain, t'as pas vu ce qu'il m'a fait, toi, je commence à expliquer et tout, et ça part vraiment. Et je lui dis, avant la fin du match, toi, je vais m'occuper de toi. Je te jure, je vais m'occuper de toi. Et puis il est arrivé ce qu'il est arrivé. Mais le mec, il est à 10 mètres. Je me dis, bon, je vais prendre le ballon. Mais si jamais je loupe le ballon, il va avoir mon genou dans le ventre et mon coude peut-être sur le menton. Je te jure, je fais un truc et ça devient le plus beau but de ma vie. Un dixième de seconde, je l'ai loupé. Mais bon, ça valait le coup quand même.
Ça valait le coup. Dans la mémoire de ceux qui l'ont vécu, tout est lié au cours de cette semaine. Milan, PSG, le hand et la fête. Ouais, mais c'était... ah ouais, avec Richarlison, avec tous les potes. Ah, ils avaient une équipe de malades aussi. Oh, parce qu'on allait les voir. Hein. Une fois, on a été les voir contre... c'était Barcelone. La plupart habitaient à Aix. Donc, on se voyait plus ou moins. Et puis, on faisait un peu la fête ensemble, quoi. C'était sympa. Alors, mai 93, c'est le Nirvana, comme le dit Jean-Pierre Bernès, mais un an auparavant, mai-juin 92, ça avait été le cauchemar, après Furiani, l'Euro. C'est difficile de repartir au combat sans Papin, Moser, Waddle? Alors moi, je vais vous faire une confidence, c'est-à-dire que... En fait, on était moins doués. Sur toutes les lignes, on avait un patron, quoi. On avait des patrons. C'est-à-dire, Deschamps pour être capitaine, mais Dimeco était capitaine, moi j'étais capitaine, malgré son jeune âge, Fabien avec un esprit conquérant, c'était dur à nous tordre. En gros, vous êtes passé d'une équipe spectaculaire, de stars, à une machine à gagner. Même si on n'avait pas les qualités extraordinaires, je te parlais des séquences de jeu avec Chris, avec Vercruis, avec Pixie, on a vécu avec Carlos des moments exceptionnels, quoi. En étant derrière, en étant partenaire, avec des... Abedi, quand il partait comme ça, c'était exceptionnel, quoi. Il y avait un... Tu vois, une fois, Carlos, il m'a dit, à la fin du match, on va leur demander des autographes pour dire à nos enfants qu'on a joué avec eux, quoi. C'était jusque-là. C'était jusque-là. Oh, attention, l'éclosion d'Alan Boxis, qui était efficace, il était en diagonale, il allait vite et il allait au bout. Alan a souffert pendant un an, et il avait une revanche à prendre sur lui-même dans sa vie, pour lui, il avait tout. Et puis tu avais Rudy. Rudy, tu le mets comme ça sur le marché, si tu fais les stats, à l'arrivée, tu vois qu'il a marqué 30 buts. Mais il ne court pas vite. Il ne saute pas haut. Mais tu vois, il ne va pas te bousculer, il n'est pas physique. Mais il a un renard des surfaces. Mais il a une confiance énorme. Donc ça... Et là, on avait ces deux-là, quoi. Avec Abedi en plus, ça nous ramenait à un autre système qui était... et puis c'était des provocateurs. Et quel rôle joue Raymond Goethals? Quel rôle il joue Raymond? Il avait quelque chose. Quand Tapi venait gueuler, tout, quand Tapi sortait, il dit « J'espère que vous ne l'avez pas écouté une fois, lui. Hein. » Voilà, baf, ça veut dire que il écoute sans l'écouter, quoi. Voilà, donc il était intelligent. Le plus intelligent, c'était lui, en fait. Il était très malin, ce vieux. Il écoutait d'une oreille et il faisait ce qu'il voulait. En ce 26 mai 93, toutes les planètes étaient alignées. Vous avez eu la réussite qui vous avait fui injustement en 1991 et a encore fui l'OM lors de ses finales ultérieures. Ouais, la bonne mère était sur nous, là, pour une fois. Bon, parce que, mais il y a eu Lisbonne, quand même. Il y a eu la Medvata, il y a eu Bari. Pour une fois qu'on a un peu de chance et en même temps de la réussite, tant mieux. Oh, on a eu une super réussite qui était exceptionnelle. Alors, vous évoquez la bonne mère comme un Marseillais, mais auparavant, à Auxerre, vous étiez l'ennemi des supporters de l'OM avant d'en devenir le héros. Mais tu t'imagines, tu devais être témoin quand tu entendais « Boli, tu pues, va te laver le cul ». T'imagines? Eh bien, je dis, c'est un destin. C'est le destin. C'est le destin. Parce que tu es sifflé par 40 000 personnes. Tu te dis, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Je ne sais pas si tu te rappelles le premier match où Tapi rentre dans les vestiaires, il vient me voir, il me dit... il y avait le speaker qui devait faire numéro 1, Olbeta, numéro 2, Aboros, numéro 3, Eric Dimeco, numéro 5, Carlos Moser. Donc il me saute complètement. Et Tapi vient m'expliquer qu'il ne voulait pas que je me fasse huer. Et donc c'est moi qui dois aller montrer sur le terrain. Donc machinalement, tu vois, je vais chercher Jules Bocandé dans les 16 mètres. Waouh!
puis bah, j'entends dans les oreilles. Je dis, ah ben putain, ça y est. Ça y est. Ils savent ce que je suis venu chercher ici. Et à partir de là, j'ai dit, j'ai gagné mon combat. Et c'était fini. Voilà, donc, c'est beau. Le temps passe, 30 ans, vous êtes encore dans la légende. Est-ce qu'un jour, on ne vous reconnaîtra plus dans la rue? À Marseille? À Marseille, ça va être difficile. Peut-être à Paris ou à Lisbonne, ouais. Mais bon, même quand je sors de chez moi, même quand ils sont parisiens, ils me le disent. Mais à Marseille, c'est... Marseille, c'est différent. Marseille m'a donné, je dis Marseille m'a donné beaucoup plus que je lui ai donné parce que j'ai intégré la Méditerranée. J'ai intégré le fait que, tu vois, les tirailleurs sénégalais, etc. J'ai intégré tout ce que Cantona me racontait par rapport à les années Scoblar que j'ai pas vécu. Mais j'aimais ce côté marseillais que j'avais perdu quand je suis arrivé en France, étant gamin de l'Afrique. Tu vois, cette chaleur humaine que j'ai toujours recherchée. Et puis après, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à comprendre mon père, à comprendre le panier, à comprendre l'immigration marseillaise, l'histoire. Et ça, je me suis identifié à cette ville.